se retrouve à quelle heure? À 18h10. Mes chers collègues, chers amis, mesdames, messieurs, nous allons ouvrir cette séance du conseil municipal. Tout d'abord, nous allons demander à un volontaire ou une volontaire pour assurer le secrétariat de la séance. Monsieur Willem, merci. Avant de démarrer, un petit point rapide sur les infos du mois qui s'annonce et puis une petite rétrospective du mois qui vient de passer. Vous avez vu tout d'abord que de nouvelles animations de Noël sont venues parer d'éclairage nouveau la ville de Lacanau, donc on s'est paré de ses habits. Vous avez remarqué aussi sur les bâtiments publics, et en particulier la salle des fêtes, les vitrophanies de l'artiste Céline B, que nous remercions sur les bâtiments communaux. Des illuminations également sur le sapin de l'église de Saint-Vincent, l'hôtel de ville, le phare de la halte nautique, à l'océan sur les arbres aussi autour des places, ainsi que 2 boîtes aux lettres du Père Noël à l'Escours et à la mairie, avec une grosse participation des enfants. Donc je dois répondre à chaque fois pour leur assurer que j'ai bien transmis cette demande au Père Noël. On ne s'attendait pas à un si beau succès. Donc c'est plutôt une belle initiative. Donc il ne reste plus que 2 jours, je crois, pour demander ces cadeaux pour Noël et venir alimenter la boîte aux lettres. Je rappelle qu'elles sont dans les mairies, à l'Escours, et à la mairie. Donc, ensuite, quelques rendez-vous, malheureusement, mais j'annoncerai ça sûrement avant la fin de semaine. Tous nos événements, en particulier nos rencontres avec la population, on prendra les décisions à la fin de la semaine. Vous pensez bien qu'aujourd'hui, on réfléchit à annuler ces rencontres et c'est bien dommage parce qu'on en avait beaucoup au mois de janvier et au mois de février, en particulier sur la présentation de projets, mais aussi, bien sûr, les vœux du maire, la rencontre avec le personnel, avec nos anciens. Donc, vendredi, je pense qu'on fera les annonces. Mais il y a quand même des choses de maintenues. Samedi à 14h30 devant la maison de la Glisse, on aura un Père Noël surfeur cette année. Donc on remercie le Père Noël surfeur qui apparemment est dans la salle, mais on ne dévoilera pas son identité. Hein. Mais il est surfeur, il est jeune, il est beau, il est capitaine. Vous avez quelques indices. Ensuite, on aura une petite parade jusqu'à la salle d'Escours. On sera accueilli par les chanteurs de la Rock School de Médoc. Une petite séance de cinéma, bien sûr, avec passe sanitaire et contrôle du masque à l'entrée de la salle, puisque vous savez que les cinémas ne seront pas fermés, mais tout ce qui était prévu, en particulier les goûters, les rencontres, les embrassades, bien sûr, tout ça est annulé. Le film prévu est Encanto, le dernier d'un film Disney, qui raconte l'histoire d'une famille dotée de pouvoirs magiques en Colombie. J'ai quand même vérifié ce que c'était, parce que les pouvoirs magiques en Colombie, on a l'habitude de les voir à la télé, mais c'est pas les mêmes, donc c'est plutôt rassurant. J'ai vu quelques extraits. Des festivités aussi dans les crèches et les écoles. Donc malgré le contexte, cette fin d'année a été marquée aussi par des moments festifs et ça continue dans nos écoles et les structures d'accueil, les APS bien sûr et les centres de loisirs. Donc je remercie tous les personnels qui sont engagés dans ces organisations. Les enfants ont bénéficié bien sûr du repas de Noël. Le brunch de Noël a été organisé à la USCLAD, à notre centre de loisirs sans hébergement. Les classes de maternelle ont assisté à un spectacle de Noël. De sorties et de séances de cinéma ont été proposées à tous les élèves d'élémentaire. Les arbres de Noël des écoles ont tous été très généreux. Et les enfants, bien sûr, ont déballé tous leurs cadeaux. Tout cela en suivant les protocoles, bien sûr, sanitaires stricts de division des classes et d'isolement des groupes. On salue au passage tous les personnels enseignants qui aujourd'hui se battent au quotidien pour tester, pour dépister, pour organiser, pour diviser les groupes. Donc tout ça continue. C'est un peu lourd à porter, à la fois le masque et les protocoles. Donc on les remercie et on félicite aussi l'étroite collaboration avec les services de la commune. On a eu une belle animation Clapla qui pourrait être le relais de ce que nous envisageons sur le front de mer plus tard, mais une animation Clapla à l'école de Lacanoville. Pendant 2 jours, tous les élèves de l'école ont fait des constructions collectives. Si vous ne savez pas ce que c'est Clapla, c'est des petites briquettes en bois fabriquées avec de la ressource locale. C'est une très très belle entreprise puisque ces jeux en bois sont plutôt en circuit tour, concours et de nature durable, donc on s'amuse et mes propres enfants m'ont donné l'idée quand je suis rentré, j'ai vu une superbe tour dans leur chambre de pouvoir le proposer dans le cadre de nos futurs travaux et on aurait le phare de Cordouan à Auverdon et finalement la tour Capla à Lacanau. Donc ça serait peut-être une bonne chose. On n'en est pas encore là, mais j'espère pouvoir vous rapidement avec mes collègues vous présenter tous les projets. On a aussi un succès des animations de la Sorga,
prunes. Fin d'année marquée bien sûr par ces nombreuses actions. Le lancement du repère café qui a été un très très gros succès, hein, puisque la collaboration entre les gens présents et les gens qui viennent faire réparer a été importante. La Sorga mobile aussi, puisqu'on demande toujours, ça a été ma demande déjà depuis de nombreuses années, c'est de sortir des murs, d'aller à la rencontre des gens. Et on a aussi réalisé la 2e édition de la Graffiteria qui a connu un vif succès. La Graffiteria, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la mise à disposition gratuite de tout ce que les gens ne souhaitent plus conserver chez eux, mais qui sont bien sûr en très bon état, qui sont capables d'être réalisés. L'objectif, bien sûr, de la Graffiteria, c'est de donner une 2e vie à ces objets ou à ces vêtements. Donc c'est plutôt une belle réalisation. Ça fonctionne. Le bilan de l'année, bien sûr, de la Cano a été présenté en comité de pilotage en présence de nos partenaires, la CAF et la Gironde et le département. J'ai assisté à une partie de cette réunion qui avait l'air très riche, des échanges qui ont été très fructueux. Donc je remercie à la fois les élus et les agents, puisqu'à chaque fois que je me déplace ou à chaque fois qu'on me parle à la fois de l'espace de vie sociale, de la maison France Service et tout ce qui tourne autour des activités du pôle de l'Aiguillonne, mais la Cano est mis en avant et cité comme exemple. Donc, de nombreuses communes qui viennent visiter à la fois nos locaux, mais aussi s'inspirer de nos actions. Donc, les actions de la Sorga ont été félicitées par les partenaires. Le travail partenarial se poursuivra pour les 4 années à venir. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Aujourd'hui, on s'occupe de nos jeunes de 0 à 25 ans sur toutes les. Donc, c'est plutôt une belle chose. Félicitations à tous. Noël des aînés, vous avez aussi une bûche de Noël qui a été un peu revisitée afin de respecter bien sûr le cadre sanitaire actuel, animation musicale, proposée à la salle des fêtes, je crois que c'est demain après-midi. Donc je vais faire un petit saut, mais ceux qui pourront se rendre disponibles pour saluer nos anciens, parce qu'en même temps, il y a un conseil d'administration du GIP Littoral. Le repas de Noël à l'EHPAD n'a pu accueillir bien sûr les familles, donc les résidents ont bénéficié d'un très bon menu, mais il y a aussi d'autres repas qui sont prévus, en particulier le repas de fin d'année. Centre de vaccination, bien sûr, malheureusement, il est encore ouvert. Il fonctionne sur des horaires élargis avec de nombreux passages. Donc, il est ouvert du lundi au vendredi et il fermera le 24 et le 31 décembre après-midi. Donc, je félicite encore une fois de plus les équipes et les élus et les bénévoles qui sont toujours mobilisés pour assurer le bon fonctionnement aux côtés des professionnels de santé qui nous ont rejoints, bien sûr, dès le début. On en est rendu à 41 600 vaccinations à la Cano. Imaginez ce que l'on peut faire. Donc notre engagement, il est là avec notre partenaire, l'Agence régionale de santé, qui, je le rappelle, parce que certains maires, j'ai entendu dans les médias se plaigner du coût, je peux vous assurer que l'Agence régionale de santé compense les coûts du fonctionnement du centre de vaccination. Donc on a eu un petit flottement d'une semaine puisque le centre a dû fermer jusqu'à que la loi passe et que les crédits soient réattribués aux agences régionales de santé. Et ensuite, on a pu rouvrir notre centre qui fonctionne aujourd'hui, mais ça a un coût, bien sûr, humain, psychologique. C'est toujours compliqué depuis tous ces mois de mobiliser tout le monde. Mais aujourd'hui, financièrement, je peux vous assurer que l'Agence régionale de santé joue son rôle et l'État en particulier. Un petit point de travaux. Rénovation de la voirie quartier sud. On va commencer par effacer les réseaux en début d'année. Les voiries suivront. Il y a aussi des travaux qui ont démarré sur... alors, c'est la rue du Hugat. On est en train aussi de travailler sur le programme de voirie. Il est là. T'en as mis un peu trop quand même. Je ne sais pas si ça va rentrer dans le budget. Hein. Donc j'ai regardé ça attentivement ce matin. Il y a beaucoup de programmes. J'avais dit, hein, on a essayé déjà depuis 7 ans d'équilibrer à la fois dans le budget du fonctionnement, avec de l'entretien de voirie et de l'investissement, avec la remise en état neuve des voiries. C'est à peu près 400 ou 500 suivant les années, plus quand on a des gros chantiers. Mais c'est d'arriver à un point où justement on aura beaucoup plus de fonctionnement avec de l'entretien et on n'aura pas à refaire des rues qui sont plutôt en mauvais état. Donc on arrive quand même au bout du tunnel et les voiries canolaises, d'ici 2-3 ans, auront retrouvé une acceptabilité pour nos administrés. Un agenda avec un Facebook Live vendredi soir à 18h30. Les marchés des 25 décembre et 1er janvier sont avancés au vendredi 24 et au vendredi 31, puisque le marché du samedi tombe le jour de Noël et le jour du 1er de l'an. Donc il y aura une animation musicale le 24, pardon. On fêtera Noël aussi sur le marché pour l'animer. Et on est en train de construire avec Cyril Renelot tout le programme aussi d'animation 2022. Donc une attention particulière aussi à nos marchés, qu'ils soient à l'océan ou à la ville. Hein. Donc voilà.
Annulation des vols à population, je vous l'ai dit, j'en ferai les annonces vendredi pendant le Facebook Live et le prochain conseil municipal est programmé le 19 janvier 2022. Alors 19 janvier 2002, ce qui nous permet de me projeter sur une proposition que j'ai à vous faire, puisque nous avons reçu la semaine dernière une lettre de l'État qui nous demande de nous inscrire sur la liste des communes touchés par le phénomène d'érosion. Donc, on n'avait pas pu joindre au dossier du conseil municipal. Donc, vous avez trouvé sur table une délibération sur l'avis sur l'inscription de la Cano sur la liste nationale des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doivent être adaptées au phénomène hydrosémentaire entraînant l'érosion du littoral. Alors, aujourd'hui, on délibère pour donner un avis. Si vous souhaitez, bien sûr, qu'on puisse, puisque vous l'avez sur table, intégrer cette délibération dans l'ordre du jour de notre conseil municipal, il faudra un avis à l'unanimité pour qu'on rende cet avis avant le 15. Et comme le prochain conseil est le 19 janvier, ça nous éviterait de réunir un conseil entre le 1er et le 15 janvier pour uniquement une délibération. Donc je reviens. Alors je ne vais pas la détailler si vous ne souhaitez pas qu'on l'intègre, mais si vous souhaitez qu'on l'intègre, et je demande l'avis du conseil municipal ce soir, on peut commencer par cette délibération et travailler sur cette délibération. Y a-t-il des commentaires? Vous l'avez sur table. Est-ce que je peux intégrer cette délibération à l'ordre du jour du conseil municipal? Alors nous avions une réunion en préfecture avant-hier, donc le 13. Donc pour l'intégrer aujourd'hui, c'était un peu compliqué. On avait besoin d'explications aussi du sous-préfet, et en particulier les communes qui n'ont pas encore travaillé sur leur stratégie et qui sont intégrées dans cette liste. Donc, y a-t-il des commentaires sur l'intégration de cette délibération? Je peux intégrer? Je vous remercie. Donc, je vais donner, avant de démarrer les délibérations, les procurations de M. Devever, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement, qui a un petit problème de santé, à Mme Fritsch, Mme Chêne-Ribéro, à M. Perrondet, M. Boisson, à M. Cazenave, Mme Vigneault, à Mme Mackay, et ça sera tout. Si, M. Mas, j'ai vu. Oui, pardon, Jean-Yves, à M. Camus. Elle est où? Ah ben oui, mais venez me l'amener parce que je ne vais pas l'inventer. Ah non, peut-être, on vérifiera ça, mais comme ça au moins je l'ai entre les mains. Je vous remercie. Et Madame Leblanc, à Madame Crombé. Donc, nous allons attaquer ce conseil municipal par la validation du procès-verbal du conseil municipal du 19 novembre 2021. Sur une délibération, il y avait un vote qui avait été mal intégré. Ça a été fait. Madame Crombé, vous l'avez reçu, la modification? Elle est intégrée dans le PV sur un de vos votes. Elle est dans le PV que vous avez entre les mains. OK, je peux considérer que ce procès-verbal est approuvé. Je vous remercie. Donc on va démarrer par cette délibération sur l'avis sur l'inscription de la Cano sur la liste nationale des communes dont l'action en matière d'urbanisme et la politique d'aménagement doit être adaptée au phénomène hydrosédimentaire entraînant l'érosion du littoral. Pour tout le monde, hein, pour le conseil, mais aussi pour le public, parce que je ne vais pas lire l'intégralité de toutes les... Je ne vais pas vous lire la loi climat et résilience. Donc vous la trouverez sur le site du ministère de la Transition écologique, et vous allez taper loi climat et résilience, vous avez tout le volet littoral, point par point, c'est assez bien expliqué. Je pense que c'est assez clair. Hein. Moi, j'ai quelques points que j'ai relevés. Mais je pense que cette délibération aujourd'hui doit être lue pour que tout le monde la comprenne puisqu'elle est sur table. D'habitude, je réserve quelques chapitres pour les conseillers municipaux, mais je pense qu'il faut que j'aille un peu plus loin aujourd'hui. Donc la loi climat qui porte lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite climat et résilience, c'est ce que vous trouverez sur le site du ministère de l'Environnement, vise à inciter les territoires ruraux à adapter leur politique d'aménagement à l'évolution du trait de côte et à l'érosion accentuée par le changement climatique. Vous avez bien compris qu'on n'est pas tous au même niveau, puisque la Cano a déjà une étude de relocalisation des activités et des biens depuis déjà plusieurs années, une stratégie locale 2022-2026, une qui est en train de se construire pour aller jusqu'aux années suivantes, et en particulier pour calculer la dimension de l'ouvrage et nous pousser dans les études sur nos décisions politiques. Donc aujourd'hui, cette liste des communes intègre des communes par décret qui n'ont pas encore commencé à travailler sur leur problématique d'érosion.
On n'en est pas là, nous, aujourd'hui, puisqu'on a déjà des documents. Vous trouverez des similitudes et des ressemblances, puisque c'est aussi le GIP qui a participé à l'élaboration de cette loi, mais on s'est basé aussi sur le site pilote de Lacanau. Donc vous retrouvez des choses qui vont vous rappeler tout ce que l'on a pu faire depuis plusieurs années et tout ce que l'on avait demandé. Même si, aujourd'hui, sur le volet technique, juridique et financier, la loi climat et résilience ne nous apporte pas toutes les réponses, mais est en préparation dans les travaux législatifs, mais aussi à travers des travaux des ministères, est en préparation des ordonnances, des travaux qui vont permettre justement de préciser cette loi qui aujourd'hui ne répond pas à toutes les interrogations, ne donne pas tous les outils. Mais il y en a déjà quelques-uns qu'il faut prendre en considération et être inscrit sur cette liste permettra, suivant le choix du conseil municipal, de pouvoir avoir droit justement à bénéficier de ces éléments de la loi. On verrait qu'on a une cartographie, donc je vais continuer à la lire et vous allez comprendre vers où on veut vous amener. Donc cette loi propose une série de mesures pour aider les territoires concernés à améliorer la connaissance et partager l'information. Vous voyez bien que nous, on est déjà à un stade beaucoup plus avancé. Gérer le stock de biens immobiliers situés dans les zones exposées. On a commencé déjà des travaux avec l'EPF, mais on doit aller beaucoup plus loin. Limiter l'exposition de nouveaux biens au recul du trait de côte. La différence avec d'autres communes, c'est qu'on a déjà un PPRL sur le nord et sur le sud, et la zone que nous appellerons périmètre de vulnérabilité, celle des enjeux, qui comprend à peu près 1500 appartements et 150 commerces, on l'a déjà défini et on l'a protégé par une zone UBL. Aujourd'hui, on ne peut plus construire, on a gelé les enjeux, on permet des changements de destination, on permet des petits agrandissements, on permet aussi aux maires, et je l'ai déjà fait, de signer des permis précaires et réversibles. Donc on est déjà en avance sur les autres communes et on verra comment on intègre dans nos documents planificateurs plus tard, comment justement on va pouvoir travailler avec l'État sur les dispositifs et sur l'évolution du trait de côte à court terme et à long terme. Donc cette liste est établie par décret au regard de la vulnérabilité des enjeux territoriaux des communes pour une durée de 9 ans. Elle est soumise à l'avis des conseils municipaux des communes concernées et aux avis du Conseil national de la mer et des littoraux et du Comité national du trait de côte. Sauf que l'avis, c'est simplement un avis, mais même si on votait contre cette intégration, le décret mettra Lacanau dans cette liste. Toutes les communes qui ont été listées vont intégrer la liste qui va être fixée par décret. La liste sera révisée au moins tous les 9 ans et pourra être complétée à la demande des communes. Parmi ces dispositifs figure la réalisation par la commune d'une cartographie d'évolution du trait de côte à court terme 0-30 ans et long terme 30 ans 100 ans. Celle-ci déterminera les règles d'urbanisme sur les secteurs concernés et devra être intégrée au plan local d'urbanisme articulé avec le plan de prévention des risques littoraux. C'est ce que je viens de vous évoquer avec nous, des documents que l'on possède déjà. Et sous réserve de la réalisation de cette carto, les communes pourront accéder aux nouveaux outils, le droit de prévention spécifique, la dérogation à la loi littorale, sous condition, bien sûr, d'un projet de relocalisation durable, mais ça pourrait nous servir par exemple sur la maison de la glisse et tout ce qui tourne autour de la glisse. Si on relocalise ce pôle, la dérogation à la loi littorale pourrait être appliquée à ce type d'équipement. Je m'appuie sur un exemple pour que vous compreniez comment ça va fonctionner dans le futur. La loi prévoit également l'obligation d'information des acquéreurs et locataires par les vendeurs ou bailleurs. C'est déjà fait par les notaires, et la loi le prévoyait déjà, ainsi que l'intégration de l'adaptation des territoires littoraux dans les documents de planification. Ce qui veut dire que les communes qui sont un peu moins avancées que nous auront l'obligation d'intégrer un PPRL ou une zone inconstructible. Et à ce moment-là, ils glisseront dans leur PLU et les notaires pourront informer du risque qui existe sur la commune, ce qui est déjà le cas chez nous. Donc par courrier, au mois de novembre, au mois de décembre, Madame la préfète de la Gironde invite la commune de Lacanau à lui faire part par délibération de son avis quant à son inscription sur cette liste. Une réunion d'information a également été tenue le 13 décembre 2020 pour les communes d'arrondissement. Nos services y étaient, et Hervé Cazenave aussi. Moi, j'étais mobilisé sur une autre réunion. L'érosion est un sujet structurant pour la ville de Lacanau, mais ça tout le monde le sait, qui a mis en place en 2016 la première stratégie locale de gestion du trait de côte. C'était un site pilote, mais c'était aussi la première en France, il faut le souligner. Face à cette dynamique du trait de côte à laquelle elle est exposée, la ville de Lacanau a fait le choix de distinguer plusieurs horizons de gestion, de court, moyen et long terme. C'est dans sa stratégie. Devant l'importance de ce choix qui engage de manière forte l'avenir de la commune et compte tenu des incertitudes quant à la maturité des outils réglementaires, techniques et financiers, c'est ce que je vous ai évoqué, le législateur mais aussi les ministères continuent à travailler pour faire évoluer cette loi dans les mois qui viennent. Donc, il a été décidé de ne pas précipiter la décision sans pour autant renoncer, puisque nous soutenons nos projets. La ville de Lacanau s'est donc engagée depuis 2010 dans une stratégie d'adaptation de son territoire, comprenant
et c'est là que ce qu'on a rajouté dans notre délibération, nos propres vies à travers nos stratégies, un préalable en matière de stratégie sur la gestion des risques qui a conduit à adopter en 2016 un plan d'action de protection dure face à l'érosion côtière, devant garantir la préservation du front de mer jusqu'en 2050. On lancera sans doute en début d'année un dialogue compétitif avec le GIP littoral pour justement solliciter les majors qui savent construire ce type d'ouvrage, puisque nous devons construire à l'horizon 2027-2030 le prochain ouvrage qui nous protégera, puisque les études montrent que l'ouvrage actuel sera obsolète à l'horizon 2030. Donc, quelle que soit la décision politique qui sera prise ensuite, nous aurons l'obligation de construire cet ouvrage et le dialogue compétitif nous permettra de dimensionner le futur ouvrage qui nous protégera et de mailler avec les travaux du PPA que nous avons signés hier avec Madame la Préfète l'ouvrage du front de mer avec les travaux qui seront réalisés. Donc, suite à cette décision de 2016 et face à l'impossibilité de décider le scénario de relocalisation, l'engagement dans une requalification ambitieuse de ces espaces publics du front de mer, dans un processus apte à engager les transformations pour une ville océane, là on parle du PPA, vivant toute l'année, accueillante et consciente de la dynamique d'érosion côtière. Ce programme d'action comprend notamment des actions dites sans regret, telles que la suppression des parkings littoraux, l'aménagement rétro-littoral d'un pôle d'échange multimodal, ou encore la réflexion sur le repositionnement des missions de surveillance poste de secours qui sera normalement déconstruit l'année prochaine ou en début 2023, et la relocalisation de la Maison de la Glisse. Donc plus de 10 ans, mes chers amis, après la tenue du premier forum du littoral, et après une période dense d'études et de réflexion, une nouvelle période de projets littoraux s'ouvre pour la Cano avec un nouveau cadre réglementaire, celui de la loi climat et résilience, un nouveau cadre de coopération à travers le projet partenarial d'aménagement, c'est ce que nous avons signé hier, et qui va nous permettre justement d'engager les travaux dès l'été prochain, après l'été. Une nouvelle stratégie locale de gestion de la banque côtière qui va s'élaborer l'an prochain avec la communauté de communes Médoc-Atlantique, puisque vous savez qu'aujourd'hui, la communauté de communes a la compétence en matière de gestion de trait de côte, puisque GEMAPI est porté par la communauté de communes. Donc, dans ce contexte d'avant-garde qui caractérise bien sûr notre belle commune, la loi précitée et ses dispositifs peuvent aider la commune à organiser sa résilience face à l'érosion et l'accompagnement de ses habitants. Toutefois, de nombreux travaux réglementaires, je le répète une fois de plus, sont en cours pour déterminer les modalités concrètes d'application de la loi et devraient être actés par ordonnance du gouvernement d'ici le printemps 2022. La commune sera donc particulièrement vigilante aux implications de ces décisions futures sur l'action communale et intercommunale. Mais je n'ai pas de doute, puisque vous savez que nos stratégies, elles sont bâties, bien sûr, suivant nos positions politiques, mais elles sont bâties autour de la table du GIP littoral, et autour de la table du GIP littoral se positionnent tous les partenaires, et en particulier l'État. Donc il y aura un vrai travail aussi avec l'État sur ce PPA, puisque nous devons réaliser cette enveloppe de 10 millions d'euros de travaux dans les 2 ans, puisque fin 2024, ça devrait être terminé, donc l'année prochaine. Donc aujourd'hui, l'État est notre partenaire et on aura à échanger largement, en particulier sur les dispositifs de protection. On parle de PPR, de zone UBL, comment on va évoluer. Et il faudra bien sûr défendre les intérêts de nos administrés à travers ces documents qui seront intégrés dans le futur, dans nos plans locaux d'urbanisme, mais aussi au SCOT, où on pourra, dans le SCOT, il est en révision aujourd'hui, puisqu'on va réunir les SCOT des lacs médocains et de la pointe de Médoc pour qu'on devienne un SCOT Médoc-Atlantique. Mais on pourra, dans le SCOT, marquer les éléments de relocalisation, cibler aussi l'ouvrage de protection du front de mer. Donc, c'est nous ce qu'on sommes en train de faire. Donc, on est quand même beaucoup en avance par rapport à toutes les communes du littoral français. Je rappelle quand même qu'en Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 500 biens à l'horizon de 10 ans, mais 5000 qui sont concernés par l'érosion dans les 10 ans qui viennent. Donc, je pense que l'État aujourd'hui a pris conscience de cette problématique, mais nous aurons besoin aussi d'aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement. Vous doutez bien que ce n'est pas une commune qui va pouvoir traiter à elle seule ces problématiques. Donc on a une loi, elle va devoir évoluer, elle va devoir vivre, mais pour bénéficier justement de ces éléments de loi, il faudra travailler avec l'État pour amender nos futurs documents d'urbanisme, en restant bien sûr très prudent. C'est nous qui tenons la plume. Donc aujourd'hui, le conseil municipal est invité à émettre un avis favorable à la demande émise par Madame la Préfète d'inscrire la commune de la Cano sur la liste des communes éligibles au nouvel article du Code de l'environnement issu de la loi climat et résilience. Je fais un petit retour sur cette visite d'hier qui a été très sympathique. En plus, il faisait très beau. Donc Madame la Préfète a beaucoup écouté. On ne s'est pas limité à
a présenté le PPA. On avait un dossier presse qui était très complet. Je remercie encore les équipes pour l'écriture de ce dossier presse, mais aussi du document qui a été présenté à la salle Lescours. Rappelez que quand la préfète de région se déplace, ce n'est pas nous qui organisons le protocole. Hein. Nous, on fait les choses bien parce qu'on sait les faire. Mais la liste des invités et ce que l'on peut faire, voilà, on est en période Covid, donc les recommandations étaient très claires. C'est pour ça qu'on n'a pas ouvert la séance, et c'était une signature protocolaire avec le président du GIP Littoral, Henri Sabaro, le président de la communauté de communes, Xavier Penta. On avait aussi le directeur de l'établissement public foncier Nouvelle-Aquitaine qui nous accompagne déjà dans des préemptions ou dans des acquisitions. Madame la préfète, monsieur le sous-préfet de l'Espar. Donc c'était une belle manifestation. Après, on s'est un petit peu promené dans la station pour mettre en situation les éléments que l'on venait de présenter. Et vous vous doutez bien aussi que j'en ai profité pour parler d'autres sujets, mais ça a été une discussion plutôt cordiale. Je crois qu'elle a bien compris le projet de la ville de tous les services et que ce que nous avons décidé dans le PLU à travers toutes ces orientations d'aménagement et de programmation, c'était une ville qui était pensée au service de ses habitants à quelque endroit qu'il se trouve de la commune. On a évoqué aussi un gros dossier sur les mobilités, puisque vous savez que si l'on a été retenu, c'est qu'on avait une étude qui s'appelait Aménagement durable de la station, qu'on avait tous les documents planificateurs, qu'on cochait toutes les cases, et que le schéma des mobilités est un élément fort de notre aménagement durable de la station. Donc ça a beaucoup parlé au service de l'État, et ça a été un élément prépondérant pour être retenu sur ce PPA. J'ai aussi souligné le fait, puisque le président du parc naturel, puisque c'est le même que le président du GIP, que nous voulons nous doter à l'échelle du Médoc d'un schéma des mobilités. Aujourd'hui, nos partenaires attendent que l'on fasse ce schéma, et en particulier la métropole, le département et la région qui détiennent la compétence. Donc, un peu compliqué de travailler à l'échelle du Médoc, mais bon, une seule commune aujourd'hui a un schéma des mobilités dans le Médoc, c'est nous, et c'est pour ça qu'on a été retenu, avec d'autres, bien sûr, documents planificateurs. Et j'incite tous les élus du Médoc à se réunir autour de la table du PNR pour pouvoir lancer notre schéma des mobilités. Alors, sous forme d'une entente ou d'un syndicat, on verra bien. Mais les partenaires, comme le syndicat Nouvelle-Aquitaine Mobilité, où siègent d'autres communautés de bassin de vie, la métropole, bien sûr, et la région. Bon, j'y suis invité, mais sans voix délibérative, et on s'aperçoit que les premiers éléments, les premiers travaux et les premiers investissements, ça ne sera pas chez nous, pas dans le Médoc. Chez nous, oui, on a un schéma des mobilités, donc on avance avec eux, mais on ne pourra pas s'affranchir de ce schéma des mobilités. Donc vous pouvez compter sur moi pour essayer au moins dans le Médoc qu'on ait un schéma des mobilités. Il faut que les élus se mobilisent. Si on ne fait que pleurer, on n'y arrivera pas. Voilà, y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération forte? Même si on faisait l'autruche, vous savez bien que ce décret paraîtra avec le nom de Lacanau dans cette liste. On est en Gironde, Hervé, tu te rappelles, 7 la Teste, Lèche-Cap-Ferré, Montalivet, l'Arcachon, Lacanau. Ah, mais voilà, oui, pardon. Ah non, 5, 6. Lacanau, Arcachon, Lèche-Cap-Ferré, Soulac-sur-Mer, La Teste de Buche et Vendaïs-Montalivet. Vous voyez, sur ces communes, on avait, quand on s'est marié avec nos amis de la Pointe du Médoc, on avait incité aussi la ville de Soulac et la ville de Vendaïs-Montalivet à aller autour de la table du GIP pour bâtir leur stratégie locale. C'est fait aujourd'hui. Et ils sont aussi sur un dispositif d'accompagnement avec l'aménagement durable de leur station. Je vous rappelle quand même que nos stratégies sont financées à 80%. C'est plutôt une bonne chose pour les finances, pour les vôtres, vous tous. Hein. C'est ça de moins sorti dans les poches des administrés. Y a-t-il des commentaires à faire sur cette délibération? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Vous l'avez là, la loi climat et résilience, il y a des chapitres très intéressants et c'est assez clair et c'est assez compréhensible, même s'il y a des éléments techniques un peu compliqués. Vous pouvez la consulter sur le site, comme je m'y suis référé tout à l'heure. Nous passons aux décisions du maire. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur les décisions du maire? Il y en a eu peu entre ces deux conseils. Pas de questions? Merci. Nous passons à la délibération numéro 1. Alors je vais dire numéro 2, ou l'autre c'était la 1A et la 1B. On fait comment? D'accord, on ne change pas la numérotation. Donc la cession de la parcelle BE77 à la CCI SDD. Alors ça c'est un chantier qui est dans nos esprits depuis très longtemps.
Rappelez-vous que sur la salle Lescours, on a prévu dans le PLU, mais aussi dans les projets qu'on vous a présentés en début de mandat et pendant la campagne électorale. On avait déjà parlé sur le mandat d'avant sur le tourisme d'affaires et le tourisme d'entreprise. Donc l'intérêt, c'était de récupérer des salles ailleurs pour que justement on puisse sortir de la salle Lescours, la salle d'exposition et la ludomédiathèque, et les installer dans des équipements qui sont uniquement dédiés à ça, où on pourrait avoir un bel espace dédié. Donc on avait réfléchi bien sûr au terrain qui était à côté de la taverne de Neptune, et on avait fait quelques projections, et les coûts envisagés pour la construction nous avaient quand même un peu refroidi, puisqu'il faut même les faire rentrer dans le budget. Donc à ce moment-là, je me suis dit comment valoriser ce terrain-là et récupérer derrière du foncier qui va nous permettre à 0 € de récupérer 350 mètres carrés de surface pour installer à la fois la ludomédiathèque et à la fois la salle d'exposition. Alors 350 mètres carrés, c'est bien plus que ce qu'on a aujourd'hui, et ça permettrait de libérer la salle Lescours pour le projet de tourisme et d'affaires qu'on présentera en fin d'année prochaine, je pense, puisqu'on est au travail. Mais à l'heure que je vous parle, j'ai pu en parler dans cette salle, une réunion tous élus, la réunion tous élus qui a eu lieu la semaine dernière. Donc j'ai évoqué le tourisme d'affaires et d'entreprise autour du parking du Mail et de la salle Lescours. Mais sur ce terrain à côté de la taverne, qui est un terrain qui appartient à la ville, on a inventé un petit système où justement on vendrait cette parcelle à un particulier qui urbanisait cette parcelle et qui derrière nous revendrait la partie qui est en sous-sol qui fait 350 mètres carrés. Donc vous voyez qu'on vend cette parcelle au prix de 570 000 €, ce qui est au-dessus de l'avis des domaines, et on rachèterait la partie qui est en rez-de-chaussée pour faire dans la continuité la salle d'exposition et la ludomédiathèque. Le propriétaire, le futur acheteur de ce terrain-là, si vous m'autorisez, est aussi propriétaire de la taverne de Neptune, ce qui pourrait aménager le quartier et de faire une main courante couverte qui protégerait justement les gens qui arrivent à la fois à la taverne de Neptune. Alors ça s'appelle le Pinky aujourd'hui, c'est ça? Non. Pink Amor, pardon. Oh, mais ça y est. Le Pink Amor. Donc ça permettrait depuis le devant du Pink Amor, côté avenue de l'Europe, jusqu'à l'angle chez les kinés, avoir une coursive et des deux bâtiments qui soient reliés. Et à ce moment-là, on récupérerait par un achat toute la partie de 350 mètres carrés qui est au rez-de-chaussée. Voilà le projet. On l'a présenté en réunion de tous élus la semaine dernière. Donc vous le connaissez. Pour ceux qui le découvrent parce qu'ils n'ont pas pu être présents, mais ils ont eu les différentes les parcelles cadastrales, mais aussi la délibération entre les mains. Donc s'il y a des questions à me poser sur ce projet-là ou j'ai oublié quelque chose, vous pouvez le faire dès maintenant. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Madame Crombé. Il faut un micro. Bon, oui, là ça va. Justement, je n'étais pas présente, mais alors Madame Leblanc et moi-même avons bien noté que la valeur vénale de cette parcelle est estimée par les domaines à 870 000 € et que la majorité souhaitait le vendre à Monsieur de Freitas pour seulement 570 000 €, donc un delta de 300 000 €. Néanmoins, les plans proposés à la lecture montrent que cette opération devrait permettre la création d'une salle communale de 350 mètres carrés. Cependant, la délibération manque de clarté sur plusieurs points. La commune sera-t-elle propriétaire de cet espace communal du rez-de-chaussée? Est-ce qu'elle sera membre d'une copropriété? La commune sera-t-elle locataire? Auquel cas, elle paiera 2 fois les 300 000 € de dons à la vente, plus les loyers. Peut-on envisager qu'une salle communale soit sur du domaine privé? Et dans quel état de finition sera livré ce local? Les plans montrent la création de 6 logements. Où sont donc les parkings?
Doit-on une nouvelle fois aliéner des places communales, cette fois en plein centre de la station et à proximité de services publics existants et à venir? Les plans montrent également la création d'un espace marqué restaurant. Est-ce une extension à la taverne de Neptune ou bien un nouvel établissement jouxtant l'existant? Le plan montre 2 espaces végétalisés. L'un d'eux apparaît au R+1 du nouveau restaurant. Est-ce un toit végétalisé ou bien cet espace restaurant est-il en plein air? D'autre part, même si la vue moderne d'artiste est très jolie, aucun code architectural cannelé n'est repris dans les plans de ce futur immeuble, qui ne sera pas dans le style des 3 immeubles contigus classés au patrimoine architectural protégé, mentionnés au plan de zonage en liseré rouge sur le plan du PLU. C'est bien dommage que vous n'étiez pas là, Madame Crombé, la semaine dernière. Ça vous aurait évité de dire pas mal de bêtises. Mais bon, vous qui passez beaucoup de temps apparemment pour remonter sur des documents de voirie de 1959, j'aurais préféré que vous lisiez attentivement l'avis des domaines. Quand vous dites que la commune s'est fait spoiler 300 000 euros, je vais vous donner quand même les vrais chiffres. Vous avez un avis de domaine, effectivement, à 860 000 euros. Aujourd'hui, le domaine donne une estimation financière sur la totalité des droits à construire de la parcelle. Quand vous avez les droits à construire sur cette parcelle, ils sont de 100% avec une hauteur maximale. Les domaines calculent, mais ne prennent pas en compte les règles du PLU aux écarts aux coutures, les 20% d'espace qu'il faut laisser libre. Enfin voilà, toutes ces choses-là ne sont pas prises en compte. On a une estimation sur le total des mètres carrés constructibles de la parcelle. C'est 1500 mètres carrés. Ce n'est pas possible, on le sait tous, mais on délibère pour vendre ce terrain sur le projet qui est aujourd'hui en cours. Le projet, c'est 750 mètres carrés. Donc, quand vous faites une évaluation des domaines, avec un prix au mètre carré, une valeur vénale, vous appliquez le prix du mètre carré à la surface constructible. Parce que les 870 000, je le répète, c'est pour une surface de 1500 mètres carrés, ce qui est impossible sur la surface, sur la parcelle aujourd'hui. Donc, on revient sur le projet, Madame Crombé. On est sur 750 mètres carrés constructibles à 570 000 euros, ce qui fait 760 euros le mètre carré. Si je divise, comme vous le dites, 1500 mètres carrés par 870 000 euros l'estimation des domaines, on a un prix du mètre carré qui est à 580 euros. Donc en vendant à cette société le prix du mètre carré à 760 euros, on vend de 180 au-dessus du prix de l'estimation des domaines, et non pas, comme vous le dites et que vous le laissez croire, que la commune vend bien en dessous du prix des domaines. Ce qui n'est, je vous le rappelle dans cette salle, pas possible, à moins de le justifier par une délibération, mais vous savez qu'on a un écart de négociation du prix des domaines de plus ou moins 10%. Donc ce que vous venez de dire est impossible, et on le vérifie par l'avis des domaines que vous avez eu dans votre délibération. Alors regardez bien, c'est 1500 mètres carrés, 870 000 euros. On construit 750, donc on adapte, et ça fait que le prix du mètre carré est bien au-dessus du prix des domaines. Donc après, vous m'avez interpellé sur des choses, je ne sais pas comment vous lisez les plans. Il n'y aura pas de partie restaurant dans l'extension du terrain. Il y aura une coursive qui reliera le restaurant et la salle d'exposition et la ludomédiathèque. Pas d'exposition. Sur la partie privée, apparaît le logement au-dessus du restaurant, mais il n'y aura pas de logement en plein air ou au premier étage. On est sur des parties privatives avec 6 appartements au-dessus des salles. Et je vous ai dit, si vous m'aviez écouté, vous ne m'aurez pas posé la question, qu'une fois que le bâtiment sera terminé, on rachètera la partie du rez-de-chaussée. On est en train de fixer le prix, mais on sera en dessous du prix de vente du terrain. Donc, nouvelle belle opération pour la ville, puisque quand nous, on avait quand même fait les devis pour construire ces 2 salles, on était presque à 1 million d'euros. Donc, vous voyez que je vous réinvite à bien lire la délibération, à regarder le prix des domaines. Ça vous évitera de dire des choses qui pourraient être répétées dans la commune, qu'on a vendu en dessous du prix des domaines un terrain avec des droits à construire. Les droits à construire sont de 1500 mètres carrés. Le PLU ne peut pas le rendre possible. Et nous vendons sur plan, avec une surface constructible, un permis de construire. Une fois que le permis sera permis de purger de tout recours, à ce moment-là, on vend le terrain et vous m'autorisez aujourd'hui à le vendre. Mais on est bien au-dessus du prix de l'estimation des domaines. Donc je ne veux pas qu'on sorte de cette salle en pensant
qu'il y a un delta de 300 000 euros, comme vous le dites, entre les 870 et les 570 que l'on vend. Non, bien au contraire, puisque le prix du mètre carré, le mètre carré shunt constructible, est bien plus cher. Donc on n'aurait pas le droit aujourd'hui de vendre 570 si le prix était de 870. Mais ce n'est pas le cas parce qu'on l'adapte au prix du mètre carré. Voilà, j'espère que tout le monde a compris et que vous répéterez à Madame Leblanc, puisque la question était commune, les informations que je vous ai données aujourd'hui, mais qui seront reprises aussi dans le compte-rendu de la délibération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 2, cession d'une partie de l'impasse Mirabeau. Une petite curiosité canolaise. C'est un monsieur qui habite, qui est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BI 177, c'est à côté du parking Pasteur, qui est 6-3 impasse Mirabeau, a indiqué bénéficier d'un droit de jouissance sur son garage qui est situé au fond de l'impasse Mirabeau. Ce monsieur était propriétaire, sauf qu'il s'est rendu compte que finalement la parcelle BI 177 et BI 350, finalement il n'est pas propriétaire, c'est la commune qui est propriétaire. Alors, si vous voyez où c'est entre Pasteur et l'ancienne auberge du Marin, c'est l'impasse qui va jusqu'à l'escalier et qui remonte vers les Océanides. Donc ce monsieur s'est rapproché de nous. Le pôle d'évaluation, Mme Crombet, de la direction régionale des finances publiques, dans un avis du 25 octobre, a estimé cette parcelle à 320 € le mètre carré. Son garage fait 12 mètres carrés. Donc on rend service à l'administré en lui revendant cette parcelle. Je vous avoue que personne ne savait qu'elle appartenait à la commune. Donc la somme totale est de 3 840 € pour que ce monsieur récupère la propriété foncière de son garage. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Oui, Madame Crombé. Oui, mon vote s'inscrit en cohérence avec mes votes précédents sur ces sujets relatifs au classement des voiries communales et en attente des conclusions de ma demande de contrôle de légalité auprès des services de la préfecture de la Gironde. Parce que la deuxième partie du mandat, vous allez arriver avec un képi. Ça ne m'étonnerait pas. C'est quand même, je vous souhaite bon courage si vous devez être une fois de plus candidate quand vous allez aller faire le porte-à-porte et que vous allez expliquer aux administrés que vous n'êtes pas là pour leur rendre service autour de cette table. Mais bon, ça vous appartient. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Je considère que Mme Leblanc vote contre aussi, ou pas? D'accord. Chaque fois que vous votez, elle vote comme vous. On pensait que c'était le principe. Ah non, madame. Donc je pourrais faire deux votes différents. C'est pas parce que vous avez une procuration que la personne vote comme vous, heureusement. Quand quelqu'un vous donne une procuration pour les élections municipales, il vous dit pour qui voter. Mais là, c'est pareil. Quand on prend une délibération, on vous dit pour qui voter. Donc je considère que chaque fois que vous votez, Mme Leblanc vote comme vous. Pour ce conseil, avec oui, les mêmes explications. C'est intéressant à savoir. Merci beaucoup. Merci. Délibération numéro 3, désaffectation et déclassement d'une partie de l'aire de stationnement rue Auguste-Renoir et d'une partie de la parcelle BH 201. Alors là aussi, c'est une toute petite parcelle qui est rue Renoir. Si vous avez le plan sous les yeux, on n'a pas de plan là. C'est une petite parcelle qui est derrière le transformateur sur Auguste-Renoir et qui permet aux propriétaires de pouvoir justement aligner la parcelle du transformateur sur sa propriété. Donc aujourd'hui, cette parcelle, elle fait 14 mètres carrés. Non, une superficie de 16 mètres carrés d'une partie de la parcelle cadastrée section BH 201 d'une superficie de 14 mètres carrés. Donc on doit prononcer aujourd'hui avant de vendre, vous le savez puisqu'on fait comme ça à chaque fois, on doit prononcer le déclassement d'une partie de l'aire de stationnement située Auguste-Renoir et d'une partie de la parcelle cadastrée section BH 201. Donc vous avez le plan avec cette parcelle, mes chers collègues, sous les yeux. Donc je vous demande de pouvoir m'autoriser à prononcer le déclassement et de m'autoriser surtout à signer, au son représentant, à signer tous les documents qui seraient nécessaires à l'effectivité du dit déclassement. Y a-t-il des commentaires, Madame Crombé? Oui. Je me réfère à 59, la même... En partie. Ah. Oui. Alors, il semble quand même qu'une erreur se soit glissée dans la délibération. La parcelle BH 276 se trouve en fait avenue Plantée, quelque part entre le 62 et le 64. Laquelle vous me dites? La BH 276. Ah, vous allez peut-être nous éviter de faire une erreur. Oui, c'est pour ça. Marquer ce jour d'une pierre blanche.
Je vous en prie. Alors, je vous ai édité le cadastre. Hein, si vous alors voulez. je vois dans la délit BH 201. Et ensuite, vous mettez propriétaire des parcelles cadastrées, section BH 276 et 346, située rue Auguste Renoir. Ah, oui, dans le corps de la délibération, dans l'introduction. Tout à fait. Or, la section BH... Sur une partie de la parcelle BH 346. Ouais. D'accord, c'est pas BH 346. Alors, c'est pas BH 276 parce que c'est la BH 276 et sur le RD6. Bon, on va vérifier tout ça, mais on le modifiera si vous en êtes tous d'accord. On vous enverra un petit mail dès demain, Madame Crombé, on vérifiera tout ça. Pour moi, j'ai 346 sur mon plan. Oui, il y a 346, et BH 276, mais il y a aussi BH 276. Elle n'a sûrement peut-être rien à faire là. Donc, on regardera ça attentivement et on le mettra, on vous répondra dès demain matin, je vous l'assure. Merci. Et de plus, on va y revenir, la rue Auguste Renoir, qui est le numéro 93 sur le tableau des classements des voiries, n'est pas non plus classée pour 1959. Donc, j'attends toujours le contrôle de la légalité. Très bien. Bref, voilà. Y a-t-il des votes contre ? Madame Crombé et Madame Leblanc. Des abstentions ? Je vous remercie. Délibération numéro 4, information, le lancement de la procédure de modification numéro 1 du plan local d'urbanisme. Vous savez que le PLU est un document vivant qui a besoin d'évoluer et nous avons listé déjà depuis 4 ans tout autant de petites incohérences, des points précis du règlement, le plan de zonage. Il y a quelques problèmes d'instruction. Donc je rappelle quand même dans cette salle qu'on n'est pas sur une révision du PLU, on est sur une modification. C'est une procédure qui est beaucoup plus simple. On ouvrira certainement la concertation, ce qui n'est pas une obligation, mais je préfère qu'on soit plus transparent. Ça nous évitera justement de faire peut-être quelques bêtises chez certains riverains. Donc vous pourrez consulter allègrement tous les points, et point par point, qui vont être modifiés par cette procédure. Donc aujourd'hui, je rappelle quand même que l'ensemble des modifications apportées ne sont pas de nature à changer les orientations qui sont définies par le projet d'aménagement et de développement durable, à réduire un espace boisé classé, une zone agricole, une zone naturelle et forestière, à réduire une protection en raison des risques de nuisance de la qualité des sites et des paysages au milieu naturel ou d'une évolution de nature induire de graves risques de nuisance. À induire, je pense qu'il manque un petit mot. Ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 9 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation. Ça fait partie de la révision. Et je ne veux pas fixer de date, mais je pense que dans le courant de 2023, on interviendra sur une révision. Et à ce moment-là, la procédure est beaucoup plus lourde à porter. Aujourd'hui, on n'était pas obligé de délibérer, mais je souhaite prévenir la population qu'on lance une procédure de modification. Ce n'était pas une obligation, mais nous le faisons par délibération pour prendre acte justement du lancement de cette procédure. Le champ d'application est beaucoup plus simple qu'une révision et l'élaboration d'un PLU. Donc aujourd'hui, on démarre par cette première information. Ensuite, il y a une concertation, elle est facultative, mais on la lancera quand même. Et ensuite, on aura l'avis de l'autorité, bien sûr, environnementale et les ouvertures, qui sont aussi une consultation de l'autorité pour avis, au moins 3 mois avant requête. Donc, on est parti sur 6 à 7 mois de travail, puisqu'aujourd'hui, le bureau d'études qui nous accompagne va être désigné par une commission et ensuite on va commencer à travailler. Vous doutez bien que depuis 4 ans, on a listé toutes les problématiques qui se sont opposées à l'instruction. On va rendre service à pas mal de monde parce qu'il y a eu quelques coquilles, quelques erreurs de retranscription graphique. Enfin voilà, donc tout ça, ça va être mis à jour par une modification. Il y a beaucoup d'éléments, ça ne tient pas sur une page. Je peux vous dire qu'il y a quand même un gros travail à faire. Et ensuite, bien sûr, on arrêtera le bilan de la concertation, bien sûr, s'il y a concertation, mais comme je le dis, on la souhaite, et on soumettra le projet pour avis au préfet, aux personnes publiques associées qui sont visées par la loi. Voilà, donc ça, c'est une délibération importante, parce qu'il y a pas mal de gens qui l'attendent. On leur avait dit, on va faire, mais on n'était pas prêt à le faire. Donc aujourd'hui, c'est parti, on est parti sur ce travail de lancement de la procédure de modification. Y a-t-il des questions sur cette procédure de modification ? Madame Crombé. Il est fait mention que le plan de zonage et le règlement du PLU comportent des erreurs matérielles motivant cette modification. Peut-on en connaître une grande partie ? Et je vous rappelle que je suis toujours en attente des documents demandés à la commission d'urbanisme à laquelle je n'ai pas pu assister. Merci.
Pour la commission, je la dirige, donc la demande, je ne l'ai pas vu passer sur ma boîte, mais je vais m'enseigner. Quant au reste, vous l'aurez en même temps que tout le monde, puisque les élus qui sont autour de la table n'ont pas encore les listes pour se plonger eux aussi et regarder ce qui va être changé. Donc c'est une demande anticipée, je la prends en compte. Et au moment opportun, vous serez au courant de toutes les modifications qui seront dans ce document. C'est ce que j'ai dit à l'introduction. Mais bon, vous aimez sûrement me faire répéter les choses. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 5, convention de mise à disposition de personnel à la communauté de communes Médoc-Atlantique. Un vieux dossier qui doit être révisé, puisque vous savez que la compétence URBA est aussi exercée par la communauté de communes. Et si je prends l'exemple, ce qui est traité à Soulac, ça représente sur 13 communes, c'est nous ce que nous faisons aussi pour toute l'année. Donc on a souhaité garder nos instructeurs sur place. Donc il y a 40% du temps de travail qui est pris en charge sur 3 agents par la communauté de communes. Aujourd'hui, le service a évolué. Il y a un agent qui a quitté la collectivité et le poste a été pourvu par un autre recrutement. Un 4e agent, instructeur des droits des sols, a été recruté suite à une création de poste. Donc aujourd'hui, il est nécessaire de mettre à jour la délibération en portant le nombre d'agents à 4. Et la communauté de communes, bien sûr, attend cette délibération pour pouvoir justement nous indemniser de ce travail dont je rappelle que la compétence est à la communauté de communes. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Demande de subvention de fonctionnement au titre de l'aide à la conservation du patrimoine écrit. On arrive. Vous savez qu'on a beaucoup travaillé quand même sur les archives, certains agents, mais aussi le département qui nous a accompagnés souvent sur ce sujet-là. Je rappelle que les archives de la mairie qui étaient stockées au 2e étage au travers des différents bureaux. Quand nous avons acquis les locaux de la Poste, nous avons derrière la Poste récupéré l'ancien local du centre de tri pour y installer nos archives qui sont aujourd'hui stockées de manière réglementaire. Donc on va finir ce travail-là, on est sur la dernière phase. Ça a été un vrai travail. Aujourd'hui, c'est plus facile pour nous élus d'aller s'y plonger quand on cherche un document. C'est quand même assez facile à repérer, c'est plutôt agréable, mais c'est aussi notre devoir de conserver toutes ces archives, que certaines datent du siècle, l'avant-dernier siècle même, du 19e, du 18e, on a aussi des documents. Donc ils sont conservés dans de bonnes conditions. D'autres documents sont ailleurs. Donc on entend poursuivre justement cette gestion débutée en 2018 et on va solliciter en 2022 le service d'accompagnement à la gestion des archives du centre de gestion de la Gironde. Cette mission consistera à traiter les archives intermédiaires et définitives, le tri, le classement, l'inventaire, l'élimination, le conditionnement, l'optimisation aussi des espaces de conservation, on en est là aussi, et le coût estimé de 4 030 euros pour 13 jours de traitement. Il y a un plafond, bien sûr, on est éligible à hauteur de 30% pour 1 209 euros. Donc aujourd'hui, cette délibération, vous êtes invité à délibérer pour décider de demander la subvention et de me donner le pouvoir de réaliser toutes les opérations et signer tout document relatif à cette décision. Un travail qui prend fin et qui est plutôt agréable. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Alors je vais présenter aussi les délibérations qui devaient être présentées par Adrien de Bever puisqu'il y a un petit problème de santé. Donc c'est moi qui vais les présenter et vous permettrez que je boive un petit verre d'eau avant de continuer. Tout va bien. Délibération assez classique avec l'ouverture anticipée de crédit budgétaire. Dans sa forme, c'est un peu modifié, on la présente par chapitre aujourd'hui. Je pense avoir vu passer un document où les services fiscaux, en particulier le trésorier, nous le demandaient par chapitre et par ligne. Donc vous avez présenté tous les budgets. Elle sert à quoi cette délibération? Avant d'attendre le vote du budget au mois d'avril, de pouvoir engager 25% des crédits de l'année précédente. Donc vous voyez dans le tableau, c'est très clair. Vous avez le budget 2021 comme référence. Je prends l'exemple du chapitre 20 du budget général de la commune sur les immobilisations corporelles, 802 000, ouverture anticipée de crédit pour 2022, 200 000. La droite, bien sûr, nous y autorise. Et ça permettra d'engager et de ne pas être bloqué sur les travaux en début d'année, puisque nous ne pourrions pas honorer nos paiements. Délibération classique. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre?
Des abstentions? Je vous remercie. Une décision modificative sur le budget camping. Alors ça, c'est tout à fait simple, puisque ce projet nécessite, vous le savez tous, des études de faisabilité. Mon collègue Jean-François Bocan qui s'occupe de ce dossier important pour la commune, puisqu'on va lancer quand même pas mal d'études et de travaux dans les mois et les années qui viennent pour ce camping, à la fois pour rendre service à nos socioprofessionnels sur du logement, mais aussi sur tous les nôtres, sauveteurs, tous ceux qui sont installés là-bas. Ça va nous permettre aussi de générer, il faut le dire, des recettes supplémentaires, puisque vous savez que dans le PLU, on avait donné la possibilité à ce camping de pouvoir s'étendre. Donc on est parti. Études bien sûr environnementales, travaux derrière. On va être. Merci Jean-François pour ton investissement sur ce dossier. Donc là c'est assez facile, hein. Il y avait juste des lignes à changer. On doit positionner ces études sur les immobilisations corporelles. Et on était sur des études bien sûr, et là on était sur le chapitre 21 où on avait d'autres agencements et aménagements de terrain. Donc on bascule ces 30 000 sur le chapitre 20. C'est une décision modificative classique. Y a-t-il des commentaires sur cette décision modificative? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Pardon? Ah oui, mais oui, c'est vrai, puisqu'il travaille sur le projet. OK. Délibération numéro 9, participation à un projet de coopération décentralisée en partenariat avec l'association Les Puits du Désert. Alors vous avez pu, pour ceux qui suivent attentivement l'activité canolaise, qu'on a reçu ces gens-là à la Cano, en particulier Mohamed Ixa et puis Christelle Pernet qui est aviatrice. Donc l'intérêt de l'engagement de la ville de la Cano pour à travers cette association les Puits du Désert, c'est que rien ne peut être engagé par l'État partenaire et en particulier l'agence de l'eau Adour-Garonne sans que une commune se porte candidate à amorcer la pompe. Et pour un projet sur l'eau, le mot était facile. Mais la participation de la commune sur 3 ans se monte à 15 000 euros. Donc c'est à peu près 5 000 euros par an. Je vais quand même lire une partie de cette délibération parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Et en particulier, ces dossiers de coopération moi, me tiennent à cœur. Donc je voudrais rappeler que dans ce cadre législatif de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, on impose aux agences de l'eau d'accompagner des projets de solidarité ou de coopération internationale qui contribuent ainsi de façon non négligeable à l'aide publique au développement. Je rappelle que l'agence de l'eau Adour-Garonne est le principal pourvoyeur de tous les équipements. Moi, je viens d'ouvrir une église, ça y est, une écluse. Je suis perturbé en ce moment par ces éclairages. On vient de remettre en forme une écluse sur le canal des étangs et que 80% des financements font partie justement en grande partie des financements de l'agence de l'eau. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir ce beau chantier qui est en train de se terminer. J'ai une petite vidéo que je transmettrai à mes services. On essaiera de la mettre sur les réseaux cette semaine. C'était assez impressionnant puisqu'il y avait un barrage qui retenait l'eau du canal. Vous avez tous pu vous apercevoir que le lac était très haut avant qu'on lâche et qu'en quelques jours, il a perdu 80 cm, déjà en 4 heures. Hein. On voyait la règle réapparaître. Il était temps, même si cette semaine il faisait beau, on était quand même en retard. C'est un chantier qui a été mené par les équipes du CIAMVEL. Et c'est un avant-dernier projet, puisqu'on travaille déjà sur le suivant, ou 2 prochaines écluses sur la commune du Porge, pour être remplacées par une seule au Pas du Bouc, pour qu'on finisse ces travaux-là, qu'on rende le travail plus facile à nos agents et qu'on puisse encore mieux réguler l'eau de nos 2 étangs, celui de Carcan-Octin et celui de Lacano. Donc cette parenthèse sur l'écluse que nous avons ouverte la semaine dernière était importante en conseil municipal. Donc je reviens sur ce cadre législatif et l'implication de l'agence de l'eau sur les projets de solidarité et de coopération. Donc c'est à ce titre que la commune de Lacano souhaite s'engager en partenariat avec l'agence de l'eau Adour-Garonne qui accompagne financièrement et techniquement des projets dans le domaine de l'eau potable ou de l'assainissement au bénéfice des populations des pays du Sud. L'engagement de la ville de Lacano présente l'intérêt de déclencher par effet de levier, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, il faut une collectivité pour faire l'effet de levier, d'importants crédits de l'agence de l'eau. En effet, la loi dispose que sans le cofinancement d'une collectivité territoriale, ces crédits ne peuvent pas être mobilisés. Donc l'association Les Puits du Désert a été créée en 2002 par Christelle Pernet, qui est aviatrice, et avec qui j'avais déjeuné il y a 10 ans. Le Montepetit, c'est une personne fabuleuse qui a beaucoup de choses à raconter, qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup fait pour les pays africains.
qui conjugue justement sa passion du pilotage et de l'action humanitaire. Vous allez voir pourquoi elle a rencontré ce monsieur. Sa rencontre justement avec Mohamed Issa, le grand seigneur du désert, a été déterminante parce qu'elle a été contrainte de se poser dans le désert du Ténéré au Niger, qu'elle a été secourue par les populations locales. Et c'est après justement cette décision qu'elle a décidé de créer les Puits du désert, une association qui avait été parrainée à l'époque par un canolé, le spationaute Patrick Baudry. Donc, dans le cadre de son projet pluriannuel, l'association Les Puits du désert sollicite une subvention pour son projet développement et sécurité dans la région d'Agadez au Niger. Le démarrage du projet accès à l'eau et à l'assainissement, formation à l'hygiène dans la vallée de Tiden est prévu pour le second semestre 2022. La vallée de Tiden est située à 90 km au nord d'Agadez, c'est une zone semi-nomade et sahélienne. Cette vallée était une zone sensible au plan sécuritaire. La réalisation d'un projet de développement ambitieux est un facteur essentiel de consolidation de la paix et de rétablissement de la sécurité. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce projet concernera 8 villages, soit environ 20 000 habitants et 500 personnes formées. Alors, je n'ai pas les chiffres aujourd'hui à vous donner de tout ce qui a pu être fait, mais je le ferai passer sur une info du Conseil, tout ce qu'a pu déjà faire l'association, et c'est énorme. Donc, ces deux objectifs sont l'amélioration, bien sûr, de la couverture en eau potable, mais aussi l'amélioration de la situation sanitaire des habitants dans ces 8 villages, ainsi que la lutte contre l'insécurité alimentaire et le soutien au développement de l'initiative économique. Alimentation en eau potable, forage, puits, pompes, châteaux d'eau, avec la construction de 8 puits communautaires. Les mesures d'accompagnement, bien sûr, aussi destinées à faciliter la gestion du projet par les partenaires locaux, les comités de gestion, la tarification, la formation à la gouvernance, et ça, c'est important. Formation à l'hygiène et à l'assainissement, formation des responsables de puits à la bonne gestion du point d'eau, formation agricole avec la plantation et l'entretien d'arbres fruitiers. Donc la commune de Lacanau, ville de l'eau par excellence, ne pouvait pas rester insensible à cette problématique. L'enjeu de l'eau, et vous le savez tous, en ce moment, il y a des débats sur l'eau dans notre secteur aussi. L'eau est une ressource qui se partage, elle n'appartient à personne, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Donc là, cette ressource est la cause de nombreux conflits, vous le savez, et tensions géopolitiques. Elle engendre aussi d'importants flux migratoires. Et dans cette période très animée de campagne électorale, qui me fatigue un peu, moi, parce qu'on entend toujours parler des mêmes choses, il est important aussi de s'occuper des flux migratoires, mais la meilleure chose que l'on peut faire, c'est accompagner les gens justement pour qu'ils vivent bien chez eux. Je pense que quand ils arrivent en Europe, c'est que vraiment, ils sont en grande difficulté, en danger de mort. Donc aujourd'hui, le rôle peut-être des pays occidentaux est d'aider les pays en développement. Donc je crois qu'agir à la source de ce problème est sans doute l'aide la plus efficace que l'on peut apporter à ces populations et sûrement le moyen d'en limiter les conséquences qui sont préjudiciables aujourd'hui pour tous. Donc c'est dans cette optique qu'il vous est proposé de répondre favorablement à cette sollicitation en allouant une subvention exceptionnelle de 5 000 € à l'association Les Puits du désert, permettant le déclenchement d'un plan de financement, notamment l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Et vous avez derrière le plan de financement, Ville de Lacanau, 15 000 € sur 3 ans, 5 000 € par an. Agence de l'eau à Dour-Garonne, 150 000 €. Autres financeurs, 135 000. Alors aujourd'hui, autour de cette association et de son animatrice, plusieurs mécènes travaillent avec elle, toutes les grandes sociétés, en particulier, on critique toujours le CAC 40, mais j'en connais quelques-unes qui renvoient quand même parfois l'ascenseur. Et le montant total du projet est fixé à 300 000 €. Donc vous voyez que sur 15 000 €, la ville de Lacanau fait l'effort d'amorcer la pompe, comme j'ai dit tout à l'heure, et décide justement de verser cette subvention, si vous me l'autorisez, par cette délibération. Y a-t-il des commentaires ou des questions sur cette délibération? Y a-t-il de votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous félicite pour cette belle unanimité pour ce sujet important. Délibération numéro 10 sur le budget principal. Une autre décision modificative, c'est la numéro 3. Alors là, nous sommes sur l'inscription de 5 000 € pour la subvention à l'association Puits du désert, puisqu'il faut faire une décision modificative pour acter la délibération précédente, et une inscription de 6 000 € au compte 6512 pour les infrastructures informatiques en nuage. J'ai supposé que c'était le cloud. C'est bien ça. Bon. Alors vous avez le tableau qui est fourni. On a bien sûr sur l'association une dépense en fonctionnement. Donc vous la voyez ici, elle s'équilibre sur le budget de fonctionnement avec des imputations différentes. Vous l'avez dans les dépenses imprévues, on va chercher 5 000 € qu'on met aux subventions aux associations de par la délibération que vous venez de voter. Et ensuite sur la deuxième, sur le nuage, c'est de la dépense d'investissement. Donc on se sert aujourd'hui sur
sur les concessions et droits similaires à hauteur de 6 000 € pour le mobilier et matériel informatique. Et on vire, bien sûr, à la section de fonctionnement 6 000 €. Donc, on a total recette d'investissement de moins 6 000 €. Donc, ça s'équilibre sur ces deux recettes. Y a-t-il des questions ou des commentaires? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Versement anticipé de subventions de fonctionnement avant le vote du budget primitif 2022. Délibération classique aussi qu'on fait toutes les fins d'année. C'est d'accorder une avance de subvention, puisque vous savez que c'est une subvention, mais c'est à peu près un peu plus de la moitié. Oh, pardon, Sylvie, j'ai fini en plus. Merci. Je te présente toutes mes excuses et je te donne la parole avec grand plaisir. Pardon. Je ne voulais pas te couper dans ton élan. Quand même. Bonsoir. Donc, comme Monsieur le maire a commencé à expliquer, les associations ont la possibilité de faire une demande d'acompte quand elles ne peuvent pas attendre le vote du budget des subventions. Et cette année, le FCMO Football sollicite la ville pour une avance sur la subvention habituellement versée. Cet acompte ne peut pas excéder 50% de la subvention versée habituellement. Donc, il est proposé d'attribuer une avance de 50%, soit 7 575 € sur le montant total de la subvention habituellement versée, qui est de 15 150 €. Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Lavergne. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Un sujet, et sûrement peut-être le plus important de ce conseil municipal, Madame Fritsch, avec la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. C'est une réforme que nous avons menée déjà depuis un certain moment. Je reprendrai la parole après toi pour compléter, mais surtout pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans ce gros travail. Nous t'écoutons, pardon, Corinne. Bonsoir à tout le monde. Donc, effectivement, le RIFSEP est un nouveau régime indemnitaire mis en œuvre dans la fonction publique d'État entre 2014 et 2017 et qui doit être progressivement transposé dans la fonction publique territoriale. Ces objectifs sont la simplification du système du régime indemnitaire actuel et le passage d'une logique de grade et de cadre d'emploi à une logique de poste occupé et de manière d'occuper le poste. Le RIFSEP est constitué de deux composantes, l'IFSE, qui est l'indemnité de fonction suggestion expertise, et le CIA, qui est le complément indemnitaire annuel. L'IFSE, elle est vouée à remplacer la quasi-totalité des primes, régimes indemnitaires existantes qui actuellement sont multiples, comme l'IAT, IME, IHTS, etc., avec les règles de calcul complexes et souvent incompréhensibles par les agents. Le montant de l'IFSE doit être déterminé selon le poste occupé, expertise nécessaire, niveau de responsabilité. Les agents doivent être classés dans des groupes fonctions avec 3 critères qui sont obligatoires à utiliser et à décliner en sous-critères que chaque collectivité définit elle-même. Le premier critère est fonction d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception. Exemple, niveau hiérarchique, nombre de collaborateurs encadrés, mission de tutorat. Le deuxième critère est la technicité, expertise ou qualification nécessaire à l'exercice des fonctions. Comme exemple, habilitation, certification, niveau de technicité du poste, autonomie. Le troisième critère est suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Par exemple, degré d'exposition au risque professionnel, variabilité des horaires, responsabilité financière et ou juridique. Le projet de mise en œuvre du RIFSEP a été travaillé en concertation avec un groupe de 15 agents volontaires représentant l'ensemble des services de la commune et du CCAS.
Ce groupe s'est réuni 6 fois entre le mois de septembre et le mois de décembre. Cela représente à peu près entre 15 et 18 heures de travail par ces groupes. Mais il faut savoir également que les agents ont été sollicités pour travailler également par eux-mêmes. Donc ça représente pour les agents beaucoup plus d'heures de travail et d'implication de leur part. L'objectif de ces groupes de travail était de comprendre le dispositif pour le restituer aux agents des différents services et de proposer une méthode conforme à la réglementation et adaptée à la collectivité. Un comité de pilotage constitué d'élus a également fixé les orientations et statué sur les diverses propositions issues du groupe de travail. Augmenter le pouvoir d'achat des plus bas salaires, instaurer un salaire net minimum garanti, gommer les disparités de régime indemnitaire, favoriser l'équité de traitement par fonction similaire, ouvrir les droits au régime indemnitaire pour les contractuels et saisonniers affectés sur des postes non permanents, n'opérer aucune baisse de rémunération. Les travaux issus du groupe de travail. Donc je vais vous les énumérer. Ces travaux sont définition des groupes fonctions, qui sont dans la délibération à l'article 3, la définition de la méthode de hiérarchisation par comparaison avec ajout de critères d'appréciation, définition de la procédure de réétude de l'IFSE, discussion autour du montant du CIA au regard de l'hypothèse de son financement par l'enveloppe actuelle de la prime de fin d'année, et la définition d'une procédure à respecter avant toute minoration ou majoration réglementairement possible du CIA. Le COPIL a statué comme suit. Approuver la méthode de hiérarchisation par comparaison avec ajout de critères d'appréciation. Instaurer un salaire net minimum garanti de 1 400 € net proratisé à la quotité de temps de travail pour tous les agents titulaires et contractuels de la commune et du CCAS. Fixer le montant plancher de régime indemnitaire IFSE à 130 € brut contre 94,73 € actuellement, proratisé au temps de travail pour les agents titulaires et contractuels de la commune et du CCAS, convertir individuellement le montant brut annuel de la prime dite de fin d'année en CIA d'un montant annuel acquis de 600 € brut, proratisé à la quotité du temps de travail, montant plancher de CIA ne pouvant être inférieur au montant de la prime actuelle. Financer le CIA par l'affectation de l'intégralité de l'enveloppe consacrée à la prime dite de fin d'année actuelle. Alors, ça va toucher à peu près 55% des agents, la revalorisation de cet FSE plancher sur des postes permanents qui en bénéficieront d'une augmentation de RI. 80% de ces agents concernés bénéficieront d'une augmentation nette comprise entre 20 et 80 € par mois. Cet engagement représentant un effort financier supplémentaire compris entre 110 000 et 150 000 € au profit des plus bas salaires, soit équivalent de 2% de la masse salariale actuelle. D'où le choix assumé de financer le CIA obligatoire. Le CIA est absolument obligatoire, nous devions délibérer sur un montant, et qui ne peut être d'un montant symbolique par l'enveloppe de la prime actuelle. Voilà. Alors cette délibération a été bien sûr présentée en comité technique. Elle a reçu un avis favorable. Et je voudrais en profiter pour remercier tous les agents qui ont participé à ces groupes de travail. Ils se sont vraiment beaucoup impliqués. Ça a été très constructif, vraiment. Il y a eu beaucoup d'échanges. Tout le monde est reparti avec, je pense, satisfait. Et ayant compris, ils ont pu rapporter dans leurs services respectifs. Et je voudrais remercier tout particulièrement la directrice des ressources humaines, Marion Prévost, qui a beaucoup travaillé de nombreuses heures pour cette mise en place du RIFSEP. Et surtout, notre directrice générale des services, Dominique Mourant, qui est derrière moi, la remercier pour tout le travail qu'elle a effectué, qui a été un travail colossal. Donc, merci, mesdames. Belle présentation de cette délibération.
mais ne félicite pas trop les directeurs parce qu'ils ne vont pas tarder à me demander l'augmentation. Donc non, c'est une belle délibération. C'est vrai que ça a été un travail énorme. Moi, je vais faire un petit rappel quand même du passé parce qu'on avait quand même... là, on peut se vanter aujourd'hui de faire un beau geste pour les agents, mais on a quand même travaillé avec eux il y a quelques années sur la modernisation des horaires du travail, qu'on avait justement fait respecter la loi, et ils avaient perdu quand même quelques billes dans la réforme où on avait modernisé ces lois. On les avait ramenées bien sûr aux 35 heures légaux, ce que font des communes aujourd'hui, qui se font rattraper par la Cour des comptes, mais aussi par des sanctions financières. Donc à l'époque, ils avaient fait un effort et on leur avait dit, quelques semaines après, vous inquiétez pas, on retravaillera aussi, en particulier sur les catégories C. Et le geste fort aujourd'hui, c'est de créer finalement un salaire minimum cannelé. Il n'y aura rien en dessous de 1 400 €. Et ça, c'est plutôt une belle chose. Pour certains, ça va représenter quand même une belle augmentation. Ça peut être 1 000 € par an, 80 € par mois. Pour d'autres moins, parce qu'ils étaient proches de 1 400. Donc on revalorisera aussi ceux qui sont en responsabilité, qui encadrent d'autres agents. Ce geste-là, il est fort. Alors c'est un effort financier aussi. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire les choses et de les anticiper, de les préparer, nous avons fait ces calculs-là financiers. Et il y aura une légère augmentation fiscale en 2023 pour financer une partie de cette... je m'aperçois que ça intéresse toujours quand on parle d'augmentation. Elle sera très légère et elle financera en partie le montant des charges de fonctionnement et en particulier des charges salariales. Voilà. Y a-t-il des commentaires sur cette réforme? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Une seule? Ah non, deux, pardon. Je vous remercie. Passons à la délibération numéro 13. Avec la suppression de la prime, puisque Corinne vous a expliqué tout à l'heure que cette prime était réaffectée sur un autre chapitre. Madame Fritsch. Donc voilà, comme vous le disiez, Monsieur le maire, donc, nous devons procéder à la délibération de la suppression de la prime annuelle, puisque pour la mise en place du RIFSEP, et conformément aux objectifs et engagements précédemment évoqués, il est proposé de supprimer cette prime annuelle pour financer le CIA. Voilà. Donc vous êtes invité à délibérer sur cette suppression. Y a-t-il des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Régime indemnitaire du personnel communal de filière police municipale, Madame Fritsch. Oui, alors nous faisons cette délibération car la police municipale ne fait pas partie du RIFSEP, puisque dans le corps, dans la fonction d'État, il n'y a pas de corps équivalent à la police municipale. Donc, ils ne sont pas concernés par le RIFSEP, mais par contre, du fait de la suppression de la prime annuelle, dans un souci d'équité, nous avons donc une revalorisation de leur régime indemnitaire. Et donc, il est proposé de le revaloriser de 50 € brut mensuels, soit l'équivalent du montant de la prime annuelle acquis de CIA pour ceux éligibles au RIFSEP, afin de garantir, bien sûr, cette équité de traitement entre les agents. Des commentaires sur cette délibération? Des votes contre? Des abstentions? Merci. 15e et dernière délibération, présentation du rapport social unique. Madame Fritsch. Donc c'est une information, ça a été un vote en comité technique, mais pour vous, ce sera une information. Donc c'est un document qui remplace le rapport sur l'état des collectivités et qui était tous les 2 ans, qui sera désormais annuel avec une présentation en comité technique et une information, comme je viens de vous le dire, en assemblée délibérante. Le document est un premier essai et la base de données RH se constitue pour répondre à l'ensemble des données nécessaires à la réalisation de ce document. Le document n'est pas modifiable car saisi sur une plateforme du CDG 33 et généré par l'outil. Donc, pour la partie effectif, incluant le temps de travail, pyramide des âges, etc., donc, le rapport était annexé, je pense, à l'information.
Bon, il n'y a rien à signaler de particulier. La collectivité se situe dans la moyenne des collectivités de sa strate sur l'ensemble des données, fonctionnaires, contractuels, emploi permanent, non permanent, part contractuel, fonctionnaire, taux de féminisation, pyramide des âges. Alors, il y a une coquille dans la partie discipline. Il y a eu 2 sanctions et il y en a une qui n'apparaît pas. Mais il y a bien eu 2 sanctions. Pour la partie budget et rémunération, rien à signaler, sauf bien sûr le RICEP qui sera noté dorénavant. Pour la partie absence, un taux d'absentéisme similaire à celui que l'on retrouve dans la fonction publique territoriale de manière générale. Il y a une erreur sur la partie handicap qui ne note aucun travailleur handicapé contrairement à l'existant au sein de la collectivité. Puisqu'on en a, je crois, 9. Dominique, si c'est bien 9, c'est ça? Sur la partie prévention, il y a eu un effort assez important avec un grand nombre de jours de formation dédiés uniquement à cette thématique, des dépenses spécifiques et un document unique. Des assistants de prévention ont été désignés et ils vont être mis en place en 2022. Les formations n'ont pas pu avoir lieu, bien sûr, vous vous doutez bien, avec la crise sanitaire. Donc pour la partie formation, pareil, on constate peu de formations suivies en rapport toujours à cette crise sanitaire, plus la difficulté, l'éloignement aussi géographique du CNFPT. Ça pose quelquefois des problèmes. Pour la partie action sociale et protection sociale complémentaire, il y a eu une erreur qui s'est glissée. Il existe une participation de la collectivité au CNAS et ticket restaurant. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire grossièrement sur ce RSU. Merci Madame Fritsch. Document intéressant qui va nous aider dans notre politique RH les prochaines années. C'est à lire attentivement et c'est plein d'enseignements. Donc aujourd'hui, nous sommes amenés à prendre acte de ce rapport. Y a-t-il des commentaires dans la salle ou des questions? Y a-t-il des votes contre? Non, il n'y a pas de vote. Alors, prendre acte, on a eu la même problématique en communauté de communes et on a voté. Donc je vais faire voter et comme ça, on n'aura pas besoin d'y revenir. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. On évitera de revenir sur cette délibération. Une information, parce que autrement je vais me faire fâcher après la réunion du conseil municipal. Dans le don du sang, ma chère Corinne. Dans cette salle, il reste 10 places parce que vous savez que c'est sur réservation et c'est vendredi entre 15h30 et 19h dans cette belle salle dans belle salle des fêtes. Donc félicitations, tu féliciteras aussi toute ton équipe et tous les bénévoles qui œuvrent pour le don du sang et Dieu sait si on en a besoin en France aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis de passer de bonnes fêtes de Noël. Profitez des vôtres, dites-leur que vous les aimez. Ça fait toujours plaisir. Merci, bonne soirée. Au revoir.